Bonjour à tous pour ce quatrième webinaire. Donc ma proposition, c'était, en attendant qu'il y ait le plus de monde inscrit qui puisse nous rejoindre, de noter en quoi le précédent webinaire avait pu vous être utile. Et je disais pour ceux qui m'entendaient, d'ailleurs peut-être que vous avez fait différemment en étant conscient de ce qu'on vous a partagé la dernière fois et que ça a peut-être été un peu plus la patatouille que si vous n'aviez pas été finalement encombré de toutes ces nouvelles données. Et je disais que j'allais faire un clin d'œil à Marshall Rosenberg, l'initiateur de ce processus, qui quelquefois en démarrant les conférences demandait qui connaissait la CNV, donc bien sûr ceux qui avaient lu ou fait des stages levaient la main, et il demandait mais qui n'a jamais entendu parler de la CNV? Eh bien ceux qui n'avaient jamais entendu parler de la CNV levaient la main, peut-être j'interprète, mais plus timidement, et leur disait alors bienvenue parce qu'il est très très possible que ce soit moins confus pour vous que pour ceux qui ont déjà, qui s'entraînent avec ce processus. Donc tout ça pour vous dire que dans un premier temps, ça remet tellement en cause nos habitudes qu'il est possible qu'il y ait des repères à retrouver. Donc voilà, bienvenue pour ce quatrième webinaire, en sachant que ce qu'on va vous demander aussi, c'est quelque chose autour du soutien. On est conscient que là, sur le petit onglet questions-réponses, ça va vite et que vous entrez peut-être moins dans les détails que ce que vous auriez envie de nous raconter, de ce qui vous arrive de différent. Et notre proposition, ça va être, pour ceux qui veulent, hein, bien sûr, c'est de nous envoyer des témoignages de ce que ces webinaires vous ont permis. Pourquoi? Parce que nous, avec Déclic, on œuvre depuis quelques années déjà pour se faire entendre dans le fait que peut-être que la communication non violente pourrait faire partie de la formation initiale des chefs d'établissement, des enseignants, des éducateurs, et que quand on arrive dans l'institution, c'est plus facile d'arriver avec des témoignages de personnes pour lesquelles ça les a réellement soutenus pour se faire entendre, et c'est la même chose aussi quand on écrit des articles. Donc, on vous enverra, ou vous avez déjà certainement reçu, l'adresse mail qui a été spécifiquement créée pour les retours pour ces webinaires. Donc déjà, merci pour votre soutien. Donc, c'est le quatrième webinaire sur les 5 prévus, jusqu'au déconfinement. Et quelle que soit la forme, bien sûr, que ce déconfinement va prendre, hein, j'imagine que vous avez entendu ce que le Premier ministre a dit. Et je crois que je peux retenir que ça va être vraiment très, très progressif, hein. J'entendais avec une reprise pour les lycéens carrément prévue vers début juin, dans ce que j'ai glané, en sachant que j'étais plutôt sur la préparation du webinaire que sur l'écoute du Premier ministre. Et en partageant que le 5e webinaire, lui, il sera orienté vers du soutien pour la reprise, pour le coup, quelle que soit la date. Catherine, est-ce que tu es d'accord pour partager les retours de ce que les webinaires précédents ont permis? Alors, en sachant que je suis toujours accompagnée par Catherine, responsable nationale de l'association Déclic CNV Éducation. À toi. Oui, eh bien, merci pour vos partages. Et bienvenue aussi. Il y a plusieurs personnes qui arrivent pour la première fois, donc bienvenue. Et je vois qu'il y a une question, est-ce qu'il y a une possibilité de réécouter les premiers? Oui, ils sont tous sur notre chaîne YouTube et vous trouvez tous les liens sur notre site. On va demander à Aurélie si elle peut mettre la page de notre site où il y a tous les webinaires et où il y a les liens. Et puis, dans les partages, il y a un peu de tout ce qu'on a vu ensemble. Des personnes qui, du coup, ont été beaucoup plus à l'écoute, en écoute empathique, qui ont privilégié le lien, la relation avant le côté de passer au travail et qui en voient les effets avec les élèves, avec les parents. Il y a beaucoup de… Ça a amené de la douceur aussi, du lâcher-prise. De prendre les choses avec plus de recul, plus tranquillement, de se sentir plus en confiance, que c'est un vrai soutien. Et aussi, alors, plusieurs personnes qui se sont interrogées à c'est quoi mon intention derrière mon intention. Et aussi, la dernière fois, sur les critiques.
plusieurs personnes racontent que ça les a soutenues, même assez rapidement, et de pouvoir se dire bon, je me donne de l'auto-empathie et au fait, l'autre aussi a un besoin, et de pouvoir aller plus facilement sur la colline de l'autre. Voilà. Merci. En fait, je vois que j'ai hâte d'avoir des détails croustillants. Je suis friande des détails. Pourquoi? Parce que moi, je vois qu'effectivement, ça alimente mon élan de continuer à donner et quand j'en mesure les fruits aussi rapidement. Et puis, j'aime aussi illustrer mes formations par des exemples. Et ouais, c'est en ça où c'est important, je trouve, de pouvoir s'appuyer sur des faits concrets de ce qui a été vécu à certains moments. Et que j'aime beaucoup cette idée d'avoir les moyens d'aller sur la colline de l'autre. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter? Et bien sûr, sur aussi l'accueil des critiques, le fait que le webinaire dernier a autorisé Malou, là, elle dit à d'abord j'accueille mon chacal à l'intérieur. Et je trouve que c'est une dimension importante, hein, de ne pas se dire ah, je ne dois pas. Voilà. Et tout ce que ça remue en elle. Et après, de sentir que le fait d'avoir accueilli ça, ça a créé une disponibilité après pour écouter l'autre. Je suis contente d'avoir une copine qui intègre que l'art de la CNV, c'est prendre un plaisir immense dans tous les jugements et que c'est parce que je suis en lien avec cette sécurité d'accueillir les jugements, bien sûr pas parce que je vais rester à me vautrer dans les jugements, mais que si déjà je suis consciente de tous les jugements et que je ne porte pas de jugement sur les jugements qui me traversent, déjà peut-être ça va ouvrir quelque chose. Je me sens moins seule. J'aime bien cette idée d'être rejointe. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux partager? Voilà, et aussi, par exemple, par rapport à l'intention, de nommer son intention dans les mails. Voilà. Oui, comme si ça prépare. C'est comme si, moi je vois quand quelqu'un me partage son intention, c'est comme si ça me permet de me relier à cette personne déjà d'une manière, dans un autre espace. Alors aussi, merci aux personnes qui partagent que ce n'est pas toujours si évident, hein. Céline qui a voulu reformuler les angoisses d'une élève au téléphone, elle a eu l'impression de l'agacer et d'insister sur le négatif. Mais oui, hein, de voir que c'est tellement inhabituel, quelqu'un qui dit ah ouais, t'es angoissé ou machin, et peut-être que ça fait prendre à l'élève la mesure de l'horreur dans laquelle elle est, mais que comme jamais personne l'a accompagnée dans descendre dans ce puits, ça lui a fichu la trouille et qu'il y a quelque chose en fait qui arrive peut-être dans un registre d'agressivité ou d'agacement. Et en complément, j'ai envie d'ajouter qu'une chose importante et que j'adore dans la communication non violente, c'est que ok, l'émotion, elle peut être dans le désagréable, dans l'angoisse. Et l'idée, c'est d'avoir la conscience que l'émotion, elle parle d'un besoin qui, lui, est toujours en positif. Et peut-être qu'il y a cet aspect-là auquel on n'est pas habitué et que des fois, on va rester dans les émotions qui, elles, sont dans le désagréable. Et l'idée, c'est de pouvoir nommer « Ah, tu ressens ça parce qu'il y a ça d'important pour toi. » Et là, on sort du négatif. Ouais, et j'ai carrément envie de donner une autre piste. C'est pour ça que j'aime beaucoup notre co-animation parce que c'est fluide. On a l'art en fait d'un peu de rebondir l'une avec l'autre. C'est que Marshall disait quand on s'adresse à des enfants ou à des jeunes, soit on est conscient tout de suite du besoin et on va enchaîner sentiment-besoin en moins d'une seconde, soit on peut commencer par le besoin. Est-ce que c'est parce que tu as besoin d'eux que là, tout de suite, tu éprouves comme un peu d'angoisse ou beaucoup même? Mais de regarder que, si je reprends ton terme, Catherine, si on commence par quelque chose qui est positif, le besoin, peut-être qu'il y a quelque chose qui est, pour la personne qui a entendu, plus facile d'accueillir l'émotion quand il y a déjà quelque chose qui a été nommé, qui est quelque chose, en fait, ouais, comme tu dis, positif, au sens de c'est la vie, quoi. Est-ce que c'est parce que, je veux dire, tu as peut-être besoin de plus de temps pour faire les leçons ou peut-être d'être, je sais pas moi, d'être accueilli dans la réalité de ce que tu traverses ou est-ce que tu as juste envie là, de te défouler et que tu en as plein le dos et de commencer par ce qui nous réunit et peut-être après mettre un sentiment là où quelquefois moi il peut aussi m'arriver de pas nommer le sentiment parce que je sais que c'est une zone
ou si la personne à laquelle je m'adresse, elle n'est pas entraînée, ça peut être vécu comme une forme d'intrusion. Et je partageais, je crois, au deuxième webinaire quand on était dans auto-empathie, que quelquefois, c'est plus facile d'interroger les sensations corporelles que les émotions. C'est plus facile de dire qu'on a mal au genou, par exemple, que qu'on soit triste ou angoissé ou hyper joyeux. C'est plus facile de dire qu'on a une crampe à l'épaule que de partager la colère. Et donc, ça peut être un temps d'apprivoisement. Mais ça me permet de redire aussi que ce qu'on est en train de faire ensemble, là, ça ne s'appelle pas pour moi de la formation. On est en train d'essayer de vous donner des pistes de repères qui sont un peu, je dirais, des balises dans la tempête, parce qu'on est arrivé en termes de soutien dans ce moment extraordinaire, et que dans les formations, après, on entre vraiment dans la profondeur de ce processus avec, je dirais, toutes les caractéristiques qui font qu'on va s'en sortir de mieux en mieux. Enfin, en tout cas, on va être de plus en plus confus avant d'arriver à plus en plus de clarté parce qu'on va changer de paradigme. Et donc là, de bien entendre que, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, merci pour votre formation ». Et moi, je vois que je suis plus ou moins à l'aise. L'idée pour moi, c'est plus de vous donner quelques repères concrets qui vont vous aider à traverser ce temps qu'on pourrait nommer de plus grande tempête, même si je ne doute absolument pas de toutes les tempêtes que vous traversez au fil des années et de l'année scolaire, et que les formations nous aident à aller plus profondément dans les subtilités du processus. Mais merci pour vos retours déjà. Catherine, est-ce qu'il y a autre chose que tu veux partager? C'était en lien avec ça. Des personnes qui disent j'ai appris beaucoup de choses, mais je n'ai pas l'impression de me l'être encore approprié, d'avoir progressé, et dire oui, c'est normal. Ça s'apprend par la pratique, tout ça. Et donc, on avait envie de vous offrir quelques clés qui puissent vous servir comme ça à distance. Mais vraiment, il y a la notion de pratiquer en formation. C'est ça qui nous aide. Il y a aussi pourquoi est aussi difficile d'appliquer la CNV avec ceux que l'on aime. Et là, il y a toute la dimension d'être touché soi-même émotionnellement. Donc, dans les formations, on peut faire du tri entre là où je suis touchée et comment ensuite je peux aller écouter l'autre. Oui, et puis que, enfin moi je vois dans mon expérience, hein, je fonctionnais depuis 40 et quelques années sur un mode, et qu'au moment où j'ai commencé à vouloir introduire un autre mode de fonctionnement, d'une manière tellement maladroite que ça me sert de repère dans maintenant accompagner les gens qui sortent de mes formations pour prévenir les katas tels que moi j'ai pu les vivre, mais ce changement de vision, ça impacte directement les gens qui vivent à nos côtés. Et donc, il y a un temps d'apprivoisement. Et maintenant, moi, un des trucs que je dis souvent en blaguant, mais c'est qu'une blague, hein, que la moitié d'une blague, je leur dis surtout, mais ne prévenez pas les gens que vous avez fait un stage de CNV, ou si vous les avez prévenus, faites en sorte de vous entraîner à l'intérieur de vous. Et peut-être qu'à un moment, il y a un truc qui sortira, qui aura à peu près la saveur de ce que vous voudriez dire. Mais si jamais vous vous entraînez sur les gens qui n'ont pas signé un contrat chez un avocat, là, ça risque de grincer aux entournures. Alors, je propose qu'on arrive dans le sujet d'aujourd'hui. Vous avez dû voir le titre. Les mots sont des fenêtres ou bien sont des murs. Et notre idée, c'était de faire un clin d'œil à Marshall, puisque c'est le titre du livre qui a vraiment fait connaître la communication non violente. Et c'était comme si on avait envie de suivre un fil conducteur. On a démarré sur les habitudes d'écoute et avec quelques pistes pour vous partager ce que pourrait être l'empathie, qui pourrait potentiellement soutenir l'écoute des parents ou des collègues auxquels vous vous adressez pendant ce temps de continuité pédagogique. Et puis, le fait d'écouter les autres nous a amené dans le deuxième webinaire à dire oui, ok, encore faut-il avoir les moyens pour écouter l'autre, peut-être à certains moments de développer cette capacité à s'écouter, ce qu'on a appelé l'auto-empathie. Et puis, de cet espace d'auto-empathie, on s'est dit, ah, et si on leur donnait quelques pistes pour écouter les critiques, pour que les personnes qui vont recevoir des critiques, surtout là avec ce confinement qui dure, j'imagine que dans les familles, ça prend des proportions à certains moments un peu plus rudes, et j'entends aussi que ça prend aussi des proportions plus difficiles pour les enseignants, et de dire que derrière toute critique, ça parle certainement d'un besoin chez la personne, et que si je suis conscient de ça, peut-être que je vais être moins impactée quand quelqu'un se défoule avec des mots qui, jusqu'alors, auraient pu vraiment me heurter.
Alors, on est tout à fait conscient de ce qui nous heurte, mais peut-être qu'on n'est pas aussi conscient de ça, de la responsabilité qu'on a dans le fait à certains moments de heurter d'autres personnes. Et c'est là où on va mettre notre attention aujourd'hui, en sachant après qu'il y aura un temps de questions-réponses. Et donc, on a vu les habitudes d'écoute. Et j'aimerais vous partager qu'une grande partie du travail de Marshall Rosenberg a été de travailler les habitudes de langage, d'expression et leurs conséquences. Alors bien sûr, en stage, on peut les amener sous différentes manières. Là, je vais faire le choix d'une transmission descendante, même si ce n'est pas du tout ma préférence. Et c'était le côté utilisation optimale du temps. Marshall Rosenberg, en fait, il est parti d'un présupposé auquel vous pouvez adhérer ou pas adhérer, qui est celui que les êtres humains aiment certainement contribuer. Et il s'est dit, si l'enfant à la naissance, il aime contribuer, qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, eh bien ça se coupe. Et puis au fur et à mesure qu'il faisait des études, il est devenu docteur en psychologie, s'est installé, etc. Vous lirez tout son parcours, notamment dans le livre Les mots sur des fenêtres, parfois des murs. À un moment, il s'est dit, en réintégrant le laboratoire de Carl Rogers, je vais laisser à Carl Rogers la dynamique psychologique de la compréhension de l'être humain, et moi, je vais mettre mon attention sur le langage parce qu'il me semble hyper important de regarder si, dans notre langage, dans nos habitudes de communication, il n'y aurait pas des pièges qui pourraient se glisser et qui pourraient susciter de la réaction chez mes interlocuteurs. Alors en stage, par exemple, je pourrais vous dire qu'est-ce que vous entendez à certains moments et qui suscite de la réaction. Là où ça m'amuse souvent, c'est de voir que quand on crée nos accords de groupe pendant les stages, le premier truc qui arrive, c'est « Ah, moi, je serais inconfortable si j'entendais des jugements ». Alors, Marshall, en tout cas dans ce que moi j'en ai compris, j'en ai fait comme, et on me l'a transmis comme ça, comme 3 grands tableaux, et ça, vous recevrez cette fiche-là. La première chose, en fait, qui suscite des réactions, enfin, une des choses qui suscite des réactions chez nos interlocuteurs et qui, d'une certaine manière, entrave la motivation à contribuer, eh bien, c'est quand un être humain entend des jugements. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière la dynamique des jugements? Eh bien, on peut mettre, par exemple, des interprétations. Donc, quand un être humain entend une interprétation, eh bien, il est possible que ça lui donne peu d'envie de vous sauter au cou. Alors, qu'est-ce qu'on entend comme interprétation? Je ne sais pas, moi, je vous invite à dîner et puis à 8h moins le quart, il y a quelqu'un qui m'appelle en disant non, finalement, on préfère aller au cinéma. Et moi, je pourrais dire en interprétation, ça veut dire qu'ils n'en ont rien à faire de la relation. Voilà l'exemple pour une interprétation. Qu'est-ce qu'on entend encore par jugement? On entend potentiellement les généralisations. Et donc, j'imagine que si je vous faisais faire le chemin, comme je peux faire en stage, sur est-ce qu'il y a des généralisations qui vous coupent les pattes au sens de ça vous scotche ou ça vous donne juste envie de réagir. Et on voit que notre cerveau reptilien, il peut réagir de plusieurs manières différentes. Soit je peux passer en mode attaque, soit je peux me dévaloriser, ou soit je peux carrément changer de sujet. Mais je vous imagine dans un dîner, et puis vous entendez quelqu'un qui dit « Ah ouais, vous êtes enseignant ou chef d'établissement. Ouh là là, ça doit être un challenge de vous occuper pendant toutes les vacances. » Parce que quand même, vous voyez, la généralisation, les enseignants ou les gens de l'éducation nationale sont toujours en vacances. Et juste de regarder, en entendant cette généralisation, qu'est-ce que ça vous fait dedans? Et donc, je voudrais vous partager qu'à la fin de ce tableau-là, vous risquez d'être plus inconfortable qu'à cet instant. Donc, il est important de fuir, il est important de quitter le webinaire. C'est-à-dire que vous allez être conscient des habitudes d'écoute et que peut-être jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas pris la mesure de ce qui sort de votre bouche d'une manière habituelle. Et je ne suis pas en train de dire que c'est notre nature, parce que la communication non violente va nous ramener à notre nature initiale, qui est celle de la contribution. Donc les généralisations, par exemple, moi quand j'entends les femmes au volant, la mort au tournant, les gens qui me disent ça, généralement, ça se passe pas bien d'ailleurs. Vous voyez, ma réaction première, c'est la plupart du temps de leur rentrer dedans. Qu'est-ce qu'on entend par jugement encore? Eh bien, on peut entendre les comparaisons.
Les comparaisons qui sont quelquefois un piège dans notre façon d'éduquer. Et moi, la première, je suis tombée dans ce piège parce que j'avais tendance à dire à mon fils, bah, écoute Étienne, regarde tes sœurs, elles pensent à prendre leur cartable pour aller à l'école. Moi, je croyais que c'était du soutien. Premier stage chez NV, j'entends que la comparaison, c'est un poison. Et là, je me dis, ah, ok, là, qu'est-ce que je vais faire de ça? Et donc, de vous souvenir que peut-être, à certains moments, il y a des comparaisons qui peuvent comme passer inaperçues dans le langage. Par exemple, je ne sais pas, je rentre dans une classe et je dis aux élèves, ah, je viens de passer un super bon moment là avec la 5e C. Peut-être qu'eux, ils peuvent entendre quelque chose du goût de la comparaison. Ou, vous voyez, ces choses malheureuses qu'on a peut-être entendues et qu'on peut redire, mais avec vraiment zéro conscience de l'impact. Ah, t'es le frère ou la sœur de. Ah, et après, il y a la comparaison qui arrive. Dans les jugements, on peut voir aussi toute la dynamique des étiquettes. Vous voyez, tout ce qui va figer. Alors autant moi j'aime les étiquettes quand je vais au supermarché parce que je vois que quand le prix de la salade est étiqueté, ça m'arrange. Mais de regarder qu'il y a des étiquettes qui vont peut-être marquer un enfant plus longtemps que ce qu'on aurait pu imaginer au moment où on l'a prononcé. Vous voyez tous ces moments où on peut dire à un gamin, ah toi tu n'es peut-être pas tombé dans la bassine du français, t'es peut-être plus matheux, vous voyez, ou tu n'es peut-être pas très bon en ceci ou pas cela, et sachant que le cerveau de l'enfant a peu de filtres, la plupart du temps, il va croire que ce que vous lui avez dit, c'est la vérité. Donc le principe des étiquettes, c'est qu'elles collent, et là, de vous souvenir que quand je pose une étiquette sur un enfant, il est possible que ça le suive pendant longtemps. Qu'est-ce qu'on entend encore par les jugements? Eh bien, il peut y avoir certains diagnostics. Vous voyez, tous les enfants qu'on va étiqueter disent ceci, disent cela, la collègue qu'on va diagnostiquer dépressive. Et de se souvenir qu'un être humain, il n'est pas un diagnostic. Peut-être qu'à un moment, il y a certains bouts de ces êtres humains qui peuvent se comporter comme ça, mais tout l'être humain n'est pas comme ça. Et de regarder, quand je suis tentée de poser ces diagnostics, qu'est-ce que ça sert? Est-ce que c'est un repère chez moi et que je peux partager à certains collègues et qui vont faire en sorte qu'on a une attention particulière pour un enfant ou pour une collègue? Ou est-ce que ça va être entendu comme un jugement et comme une estampille définitive? Qu'est-ce qu'on entend encore par jugement? Eh bien, tout ce qui va être du registre de la pensée binaire. Alors, c'est quoi la pensée binaire? C'est tous ces moments où c'est bien, mal, noir, blanc, juste, faux, tort, raison. Et Marshall se plaît à dire qu'on a été éduqué pour avoir raison. Sauf que comme on est 7 milliards à être éduqués à avoir raison, il y a un moment où ça ne joue plus. Et donc, sa blague, c'est est-ce que vous voulez être heureux ou avoir raison? Les deux en même temps, ça ne va pas pouvoir se faire. Donc d'avoir conscience que dès que je vais être dans la catégorie du jugement, il est possible que ça suscite des réactions chez mes interlocuteurs. En sachant que, on a vu les fois précédentes, c'est ni bien ni mal, simplement, je suis conscient que j'ai des jugements qui me traversent et comment je vais pouvoir les traduire pour que ça parle de quelque chose d'important pour moi et que la personne ne le vive pas comme un jugement. Qu'est-ce que Marshall a mis en évidence comme deuxième catégorie qui peuvent générer des réactions ou susciter une diminution de l'élan de contribution? Et là, j'y vais un petit peu à pas feutré quand je m'adresse à tous les éducateurs que vous êtes, parce que c'est un challenge, c'est tout ce qui est du registre des ordres et des exigences. C'est-à-dire que quand un être humain entend un ordre ou qu'il vit ce qu'on lui demande comme une exigence, il est possible que ça se referme. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on utilise les ordres et les exigences? Eh bien, c'est important de ne pas être dupe que c'est tous les moments où on veut obtenir satisfaction et un peu à n'importe quel prix. Alors, on va utiliser des stratégies qui vont être tragiques pour la relation. On va utiliser les menaces, on va utiliser les punitions, les sanctions, les blâmes. On va peut-être utiliser la manipulation, la récompense, la culpabilisation. Vous voyez, tous ces moments où, comme on n'a pas appris à obtenir ce qu'on voulait d'une manière qui préserve la relation ou qui démarre d'un élan de contribution pour l'autre, alors
on bascule dans les stratégies habituelles avec lesquelles les gens, les éducateurs, la plupart du temps, ont fonctionné avec nous et on reproduit ça par pure inconscience. Alors bien sûr, dans les stages, on accompagne ça et on travaille comment s'y prendre autrement. Mais mon intention là pour ce webinaire, c'est que vous ayez au moins la vision de comment à vous tout seul, vous pouvez quelquefois susciter des réactions et au moins vous serez moins surpris quand la personne en face réagira de la manière dont elle réagira. Moi, je sais qu'avant, inconsciente de ça, je trouvais que les gens réagissaient d'une manière quand même assez invraisemblable à mes propos et je trouvais qu'ils étaient parfaitement de mauvaise foi en réagissant comme ça. Quand j'ai réalisé comment, à moi toute seule, je pouvais susciter des réactions, ça m'a fait un peu chaud. Et puis la troisième catégorie que Marshall a mis en évidence et qui, de son point de vue, est le plus grand fléau de l'humanité, c'est le déni de responsabilité. Tous les moments où, je vais dire, c'est pas moi, c'est le règlement intérieur, c'est la circulaire. Oui, ces moments où on va être dans le déni de responsabilité de nos actions et de voir comment ce déni de responsabilité des actions, par exemple, a eu l'effet tragique du fait que des millions de personnes sont mortes dans des fours, dans les camps de concentration. Une personne qui donne un ordre à une autre, à un autre et à un autre, et au bout de la chaîne, la personne dit c'est pas moi, c'est lui qui a dit, c'est lui, c'est lui, c'est lui ou elle. Donc le déni de responsabilité de nos actions, le déni de responsabilité de nos pensées, vous voyez, quelquefois il y a quelque chose qui sort de ma bouche et après je pourrais le regretter et si j'ai vécu dans un milieu où on disait non, je ne l'ai pas dit, je peux te dire des choses comme ça, non, je ne l'ai pas dit. Au lieu de dire ouais, je l'ai dit et je le regrette, j'en suis désolée. Donc, déni de responsabilité de nos actions, déni de responsabilité de ce qu'on vient de dire, de nos paroles. Et puis, on a vu les fois précédentes le déni de responsabilité de nos sentiments. Tous les moments où on dit je suis fatiguée à cause de toi, c'est toi qui me gonfle ou je suis heureuse grâce à toi. Et de regarder comment là, ce processus va nous amener à valider qu'on a des bonnes raisons d'être triste, joyeux, en colère ou excité, parce que ça parle de quelque chose d'important pour moi. Donc, l'invitation que je vous ferai, si vous voulez voir illustrer toutes ces habitudes et leurs conséquences, je vous invite à regarder sur YouTube une émission qui s'appelle Le jeu de la mort, où c'est l'expérience de Milgram, ce psychologue américain qui, dans les années 60, avait mis en place un système où il y avait un acteur dans une cabine et puis quand il répondait pas bien, les personnes que Milgram testait poussaient une manette électrique, enfin une décharge, et de regarder qu'à l'époque, dans les années 60, 60% des Américains pouvaient pousser cette manette quand l'autre ne répondait pas comme il était juste qu'il réponde. Et cette expérience, elle a été refaite sous forme d'un jeu télévisé en France où il y a une somme d'argent à gagner. Et vous allez voir passer dans l'émission, là sur YouTube, tout ce que je viens de vous dire. Les jugements, en disant si vous poussez pas la manette, il va pas gagner, c'est pas bien, vous êtes engagé pour ceci, pour cela, jusqu'au moment où l'animatrice dit aux gens écoutez, vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, nous, l'émission de télé, on assumera les conséquences du fait que vous poussiez la manette. Entre les années 60 et les années là maintenant, il y a 80% de Français qui poussent la manette jusqu'à ce que l'autre puisse, c'est un acteur, puisse y passer. Et moi, quand j'ai vu cette émission, je l'ai vue après avoir fait ce travail de conscience avec la CNV, et je me suis dit, je ne sais pas dans quelle catégorie j'aurais été. Peut-être, et même je crois pouvoir dire sûrement, je me serais peut-être laissé embarquer, moi aussi, dans les 80% des gens qui poussent cette manette. Donc maintenant, conscient de ce que je vous ai partagé et en sachant que vous recevrez ce tableau, je vous invite vraiment à regarder, ça s'appelle Le jeu de la mort et c'est décrypté par des sociologues. Et peut-être que ça ancrera ce que je viens de vous partager. Alors, quand on est conscient de ces habitudes de langage, on va regarder et je vais vous proposer un schéma. C'est un schéma que Marshall a dessiné sur un coin de table chez une collègue une fois et puis qui est ressorti des archives il y a quelques années et que moi j'aime beaucoup utiliser en formation. Pourquoi ? Parce que ça va nous inviter à choisir où on met notre attention en termes d'éducation et en sachant, et je le répète vraiment
avec beaucoup de fermeté qu'il n'y a ni bien ni mal. Moi, j'ai été éduquée avec le paradigme du bien et du mal, et ça a fait la personne que je suis aujourd'hui. Donc j'aimerais bien aussi que vous entendiez qu'il n'est pas question de critiquer les gens qui vous ont accompagnés. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Pourquoi? Parce que les gens qui nous ont accompagnés jusqu'alors, eh ben, souvent on dit, ils n'ont pas eu la chance d'aller dans les écoles girafes ou d'autres écoles qui soient des écoles où on mette l'attention sur l'impact du conditionnement lié au langage. Alors, ce que je vais vous partager maintenant, eh bien, c'est ce que nous, dans notre jargon, on appelle les 2 triangles, et qui sont des triangles qui vont inviter à voir en quoi le langage qu'on a vu précédemment peut servir certains types de structures sociétales et comment peut-être, à certains moments, on peut faire évoluer les choses, en sachant que j'imagine qu'il y a des conséquences qui sont OK et d'autres moins OK dans les 2 paradigmes. Et ça, j'insiste parce que je ne crois pas beaucoup à un seul mode de pensée qui serait ça c'est bien et tout le reste ce serait mal. Je ne peux pas croire à ça aujourd'hui. Donc moi, je tente d'expérimenter une autre, mais je suis bien humble dans le fait de me planter de manière chronique. Alors, je vais recommencer comme j'ai fait la dernière fois sur mon tableau, je dirais, du confinement, qui est une vitre. Alors, si on part du présupposé que les êtres humains aiment contribuer, eh bien sûr qu'il va être question de les éduquer. Et on va voir que la notion d'éduquer, qui est de montrer le chemin, elle va rester vraie, elle va être présente. Avec le deuxième triangle, qui est peut-être que les êtres humains, j'essaie de regarder si ça marche en même temps devant mon ordi, ouais. Peut-être que les êtres humains ignorent tout simplement le bien et le mal. Et que l'éducation, en tout cas si je parle de moi, Véronique Gaspard, j'ai reçu une éducation, et parce que je me dis qu'au moment où mes parents se sont penchés sur mon berceau, il est possible qu'ils se soient dit, cette petite, comme les autres êtres humains, elle ignore certainement le bien et le mal, alors on va l'éduquer. Et donc, si je pars du présupposé que les êtres humains ignorent le bien et le mal, je vais les éduquer à repérer ce qui est bien et mal. Donc, j'espère que vous voyez la beauté des intentions derrière cette éducation. Donc, je vais aider le petit à repérer le bien et le mal. S'il fait bien, potentiellement, je peux lui donner une récompense. Et s'il fait mal, potentiellement, eh bien peut-être que je peux lui donner une punition. Vous voyez, avec l'envie de donner des repères. Et donc, dans cette vision, eh bien, on va utiliser le langage dont je viens de vous parler. C'est-à-dire qu'on va utiliser les jugements pour dire c'est bien, c'est mal. Il est possible qu'on passe à certains moments dans les ordres et les exigences pour toujours servir la beauté de l'intention qui serait de donner des repères aux petits autour du bien et du mal. Et que quand on intègre ce qu'on appelle le langage chacal, l'animal dont je vous ai parlé la dernière fois, eh bien peut-être que ça va soutenir un système, ça va soutenir des structures où on va intégrer la compétition, où on va intégrer la domination. Vous voyez, donc, il est possible que ça puisse entretenir ça, et où d'une certaine manière, il vaut mieux être celui qui juge que celui qui est jugé. En sachant que c'est ni bien ni mal, mais qu'il est possible que ces systèmes aient pour conséquence la rébellion. Je suis en train de me demander s'il y a un L ou deux, parce que je suis très créative en orthographe, et qu'il est possible que ça soutienne un autre axe, la rébellion ou la soumission. Et de regarder peut-être qu'aujourd'hui, on a un co-créé à soutenir les éducateurs que nous sommes pour éduquer les enfants d'une manière qui génère moins de soumission ou de rébellion, mais plus de prise de responsabilité individuelle. Alors, si je pars du présupposé que les êtres humains aiment contribuer, bien sûr qu'il est question d'éduquer. Et j'aimerais vous dire,
toute l'importance que vous avez dans le fait d'éduquer. Et c'est en ça où nous, on aime soutenir les éducateurs parce que je crois beaucoup au fait que votre rôle est tellement important pour préparer le monde de demain. Vous êtes des acteurs essentiels pour préparer le monde de demain. Et donc, si j'éduque avec la conscience que l'enfant aime naturellement contribuer dans un premier temps, eh bien, je vais choisir des moyens qui soient différents de la punition ou des récompenses, en sachant que j'aimerais vous dire aussi que pour certains enfants, la punition reste un repère. Et moi, quand j'accompagne les équipes pour envisager d'autres structures, à aucun moment je me permettrai de dire il faut supprimer les punitions à partir du moment où on n'accompagne pas vers d'autres façons de faire et en sachant qu'il y a des gamins qui, pour un temps, vont choisir les punitions, comme dans les prisons au Canada où on utilise beaucoup la justice restauratrice. Et il y a des prisonniers qui, pour un temps, choisissent la punition et peut-être après, par imprégnation de d'autres qui choisissent la restauration, peut-être il y a une évolution. Mais je ne crois pas qu'on bascule d'un système à l'autre comme ça, en disant une baguette magique, en disant youpli, talala, hop, on fait complètement autrement. Ça s'accompagne pour moi, la transition. Et donc, je vais éduquer les enfants avec un moyen différent qui va être, et maintenant ça va vous parler puisqu'on en est à notre 4e webinaire, la conscience des besoins mutuels, et où je vais apprendre l'enfant à parler à partir de ses émotions, de ses sensations et de ses besoins. Donc, dans la conscience des besoins mutuels, j'ai des besoins, l'autre a des besoins, et comment ensemble on va pouvoir danser. Et puis, on va soutenir l'expression authentique, c'est-à-dire prendre la responsabilité de ce qu'on dit. On va prendre aux enfants l'auto-empathie, c'est-à-dire à décrypter ce qui leur appartient, et on va maintenir leur élan naturel d'empathie, c'est-à-dire que les enfants naissent empathiques. Et donc, on se dit que peut-être ça va créer des systèmes qui vont être plus en lien avec la coopération, avec cette idée d'intégrer que, oui, on peut coopérer pour réussir ensemble. Et en sachant que ces systèmes-là, eh bien juste, en fait, ils sont en lien permanence avec le présupposé que les êtres humains ont des besoins communs. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Eh bien, si j'intègre que les besoins sont témoins de choses qui se passent à l'intérieur de moi instant par instant, eh bien, je vais faire grandir les enfants dans des références internes. Alors que quand moi, je suis l'acteur des jugements, eh bien, je vais faire grandir les enfants dans des références externes qui vont être absolues et où c'est le grand qui dit, c'est l'autre, c'est l'enseignant, c'est... Vous voyez, on donne le pouvoir à l'extérieur de nous, là où on va aller dans des références internes et relatives, puisque on sait que d'instant en instant, eh bien, la vie, elle évolue. Je vais présenter un peu vite, mais c'était juste que vous ayez conscience que, en fonction du présupposé que je choisis, alors, eh bien, il peut y avoir des éducations ou des modes d'éducation différentes. J'entends que ça sonne et je suis super embêtée. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer. C'est le repère de 17h40. Ah, merci beaucoup. Merci Catherine. Et donc de regarder que ces triangles, c'est juste des repères et que je suis pas en train de dire c'est mieux ou c'est moins bien. C'est juste que les deux ont des conséquences et de regarder est-ce qu'il y a un choix qui me tente plus dans mon âme d'éducateur que l'autre. Et simplement ça. Ah oui, c'est ça. Je me disais pourquoi j'ai présenté ça. Oui, parce que dans les retours du webinaire précédent, il y avait une d'entre vous qui disait « Est-ce que le besoin de reconnaissance peut être assouvi? J'ai l'impression d'être en perpétuelle recherche de reconnaissance et à écouter les collègues, je ne suis pas la seule. » Alors, j'espère que ce que je viens de vous partager sur les triangles vous éclaire déjà un petit peu. C'est-à-dire que si j'ai été éduquée dans ces repères absolus, en fait, la reconnaissance, je vais sans cesse aller la chercher à l'extérieur. Et donc, je vais comme imaginer que c'est un puits sans fond. Si je commence à évoluer moi aussi dans des repères internes, on sait un besoin, 36 000 stratégies, il est possible que déjà moi, je puisse commencer à avoir besoin de reconnaissance de moi à moi.
Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai fait un truc qui a contribué d'une manière ou d'une autre à enrichir ma vie ou celle d'un autre? Ah, oh, wow, ok, d'accord, je peux me reconnaître comme ayant contribué aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nourrit chez moi? Je pourrais vous donner un exemple. Un dimanche, j'ai écouté une de mes collègues qui travaille dans l'hôpital où moi j'ai été en réanimation avec elle pendant 7 ans. Elle s'est totalement effondrée. C'est surhumain ce qu'elle vit aujourd'hui en réanimation avec ses collègues. Elle est responsable des soins dans un hôpital. Et le soir, je me suis dit, ah, est-ce que j'ai contribué aujourd'hui? Ah oui, j'ai écouté mon amie. Et j'ai regardé, qu'est-ce que ça nourrit chez moi? Et j'ai vu comment, en fait, j'étais touchée de l'avoir écouté et de l'avoir vu comme se restaurer un petit peu. Et ça a nourri ma confiance que oui, je pouvais, dans l'écoute, être au service de quelqu'un. Et vous voyez, à force de faire ce mouvement, je peux me reconnaître comme ayant été au service de cette personne. Donc j'espère que ça répond à la question de celle parmi vous qui posait cette question de ce besoin de reconnaissance. Est-ce que il peut être assouvi? Oui. Comment moi je peux aussi déjà m'en occuper moi-même, ce qui n'empêche pas à certains moments d'arriver dans la relation, peut-être avec vos collègues, en disant, dis donc, est-ce qu'il y a un truc là sur la dernière semaine que j'ai fait et où ça vous a été utile? Vous voyez, d'oser demander aussi en quoi votre présence dans une équipe ou dans votre famille a pu être au service d'un ou de plusieurs personnes. Mais vous voyez, au moment où je vais arriver dans la relation, je ne vais pas arriver en mode « Oh, j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin de reconnaissance ». Et à un moment, les autres disent « Elle commence à nous faire un peu transpirer, celles-là, elles ont besoin de reconnaissance ». Je me dis « Hé, ouais, est-ce que ça vous dirait de me dire un truc pour lequel j'ai contribué cette semaine? Vous voyez, cette énergie du plein, parce que j'attends pas que des autres qui me reconnaissent. Je suis capable aussi, moi, de me reconnaître dans ce que je suis capable de faire. Alors, Catherine, tu me dis, est-ce que ça va de prendre la parole, Catherine? Est-ce que je te vois par message? Ou est-ce que Oui, c'est oui. plus de réseau? C'est parce qu'une personne demandait si tu pouvais revenir sur l'expression authentique que tu as nommée rapidement quand tu as fait les triangles. Voilà. Oui, alors ça, effectivement, c'est encore quelque chose qu'on n'a pas encore vraiment partagé avec tous ces webinaires. L'expression authentique, c'est le deuxième pouvoir, je dirais, de la girafe. La girafe, elle s'écoute, elle peut écouter l'autre, et puis elle va développer sa capacité à oser dire depuis un espace où elle prend la responsabilité. Vous voyez, je peux dire à mes voisins, mais ça suffit, vous faites du bruit, vous commencez vraiment à m'enquiquiner. Et il y en a plein qui diraient, ah ouais, Véro, trop forte. Alors elle n'hésite pas. Alors vraiment, elle est authentique. Alors, vous voyez, il y a la confusion entre être authentique et puis finalement qui revient à dire les quatre vérités à l'autre. Donc ça, je pense qu'on est tous plus ou moins entraînés. Moi, j'étais très très bien entraînée, je le reste encore un peu, je crois. Et de regarder que quand les gens à côté font du bruit, pour moi, où est-ce que ça vient me chercher? Mais peut-être parce que j'ai à certains moments besoin de plage de tranquillité. Et de regarder, de dire, voilà, là, ça fait à peu près une demi-heure que j'entends vos enfants crier au sens de ils parlent plus fort que ce que moi je peux supporter. Et je vois que ouais, sur le temps de 14 à 15 heures, j'aime bien avoir une plage de tranquillité pour me reposer ou bouquiner. Est-ce que ça vous va de voir comment on pourrait, je sais pas, voilà, cohabiter? Ou est-ce que ça vous va si je vous aide à aider vos enfants à dire les choses d'une manière, en tout cas, qui passe pas forcément que par l'écrit? Donc, vous voyez, l'expression authentique, c'est je suis consciente que j'ai un besoin, je ne fais pas porter à l'autre la responsabilité de ce besoin, mais au moment où j'arrive dans la relation, il y a quelque chose qui est clair avec moi et après, j'imagine que l'autre va pouvoir l'écouter. Et ce n'est pas forcément vrai, mais au moins, j'ai d'abord parlé de moi. Donc, j'espère que ça répond à la question. Catherine, est-ce que tu veux me dire ou est-ce qu'il y a autre chose? Dis-moi. Alors, plusieurs personnes pour qui ça apporte vraiment une piste, cette notion de venir nourrir sa reconnaissance par soi-même, arrêter de courir derrière la reconnaissance externe. Et puis, comme tu avais nommé le fait qu'on pouvait demander à ses collègues, dites-moi si j'ai contribué à quelque chose cette semaine, mais si on nous répond qu'on n'a contribué à rien, comment on fait? En stage, je me permettrais des expressions stupides, mais là, je me retiens. Comment on fait? Eh ben,
jamais personne ne vous enlèvera le pouvoir avec vous-même sur l'auto-empathie. Qu'est-ce que ça me fait quand quelqu'un dit non, mais toi, tu contribues à rien? Moi, j'imagine le choc. Je crois que j'aurais tendance à m'écrouler. Ouais. Et donc de regarder. Moi, je pense que quand je me mets en lien, si quelqu'un me dit tu sers à rien, tout ça, ouais, ça me serre à la gorge. Puis tout de suite, je crois que ça vient me chercher là, mais c'est un entraînement sur comment je peux retrouver du pouvoir avec moi-même plutôt que de laisser plus de pouvoir peut-être à l'extérieur que ce qui est nécessaire. Dire ah ok, bon pour les autres je sers à rien, mais est-ce que je mets tous mes œufs dans le même panier ou est-ce que moi je peux? Et c'est comme si c'est une invitation à me reconnaître encore plus fort. Et puis après, je me souviens que je ne suis pas obligée de demander à la même communauté. Peut-être que quand je rentre chez moi, je peux me dire, bah, est-ce que ici, au moins, je contribue? Si là, on me dit, tu contribues à rien non plus, ah, ça demande d'être sacrément ancré et dire, OK, bon, eh ben, je vais encore asseoir le fait que peut-être c'est vraiment un signe sur, est-ce que je peux d'abord me reconnaître? Vous voyez, j'ai un peu envie de jouer avec ça. Et puis après, peut-être que j'ai besoin d'être accompagnée et d'être écoutée dans l'impact que ça me fait. Et là, je vous rappelle encore une fois, hein, je fais un petit rappel, bref, mais que, et vous aurez le lien tout à l'heure, mais que on a aussi créé cet espace d'écoute pour que vous puissiez, vous aussi, recevoir de l'écoute qui a le goût de l'empathie euh, dans des moments aussi impactants. Est-ce qu'il y a autre chose, Catherine, en lien avec ça? Ou autre chose d'ailleurs. Non, des personnes qui expriment bah, voilà, que ça fait des prises de conscience de toutes ces habitudes de langage. D'autres qui disent que ça leur fait du bien d'entendre tout ça. Une personne qui demande s'il y a la possibilité d'avoir la photo du schéma que tu as fait là, avec les triangles. Eh bien, figurez-vous qu'on s'est interrogé là-dessus avec Catherine juste avant et que moi, je disais à Catherine, l'idée pour moi, c'est pas de vouloir faire comme retenir de l'info, c'est que la plupart du temps, quand on présente ces triangles, c'est suivi de beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations et quelquefois beaucoup de colère et que ça demande, comment je dirais, d'avoir sacrément intégré que ce n'est pas une question de critique de ce qui a été fait. Et que quelquefois, si c'est présenté dans, ben voilà, il y a des structures de domination, ce serait mal, et puis il faut aller vers la coopération parce que ça c'est bien, je ne crois pas que ce soit le but de ça. Pourquoi? Parce que dans les structures de domination, il y a des chefs, et moi je crois profondément au fait que la notion du chef, elle soit importante aussi dans les groupes de coopération, dans les systèmes de coopération, et que j'aime pas que ce soit vu comme bien mal. Et que j'ai vu que quelquefois, en donnant des docs, quand c'est pas, comment je vais dire, quand il y a moins les moyens d'accompagner les conséquences de ce que ça pourrait générer, je trouve que le résultat peut être plus catastrophique que là où j'aimerais que vous tombiez. C'est comme si, je crois que c'est comme si un bout chez moi qui a envie de prendre soin de vous, quoi. De dire que si je vous donne ça, ça peut être une bombe au moment où vous pourriez le présenter sans avoir les moyens d'accompagner le bazar. Je ne sais pas si je suis claire. Donc là, je m'adresse à toi, Catherine, parce que comme tu es ma seule interlocutrice, dis-moi. Oui, je crois que c'est clair que l'idée, c'est on a conscience de ce que révèle ce schéma et qu'on a envie qu'il soit au service d'une manière constructive. Voilà, et pas que ça crée de la réaction. Et que, ouais, ça me fait préciser encore que moi, quand j'arrive dans une institution, quand je rencontre des inspecteurs, par exemple, responsables des formations, quand je rencontre des chefs d'établissement, quand on est déjà allé au ministère avec Catherine, pour moi, je veux vraiment être vue comme quelqu'un qui soutient cette institution pour faire un pas supplémentaire pour que vous ayez les moyens de pouvoir œuvrer dans la beauté des intentions pédagogiques qui sont les vôtres. Et j'aimerais pas qu'on soit associé à justement des rebelles qui aimeraient mettre un coup de pied dans la fourmilière. C'est pas ça mon but. Et que pour moi, quand je parle de structure de domination, j'y vois aussi l'importance d'avoir des gens inspirants à la tête de la structure et des gens en fait qui fassent autorité au sens où on l'entend, c'est-à-dire
Ouais, des gens à qui on donne les moyens d'être inspirants. Mm. Et j'ai vraiment envie de prendre soin de ceux qui nous accompagnent comme ça, parce que je sais qu'ils sont aussi, eux, le fruit de ce conditionnement et que c'est rude. Et je vous invite vraiment à lire les témoignages sur le site de Déclic de deux inspecteurs qui ont fait la formation à un moment, hein, à Créteil, et qui partagent en fait leur prise de conscience. Parce que moi, je me souviens d'un notamment qui, le deuxième jour, a dit ah, ah, mais ça veut dire qu'on contribue à ça alors depuis tellement d'années. Et je sentais tellement, mais cette bonne foi d'avoir voulu être vraiment au service sans en avoir mesuré que le conditionnement lié au langage pouvait donner ce genre d'impact. Mm. Donc, je suis prête à accueillir ceux qui ne sont pas contents avec ce que je dis. Est-ce qu'il y a des réactions, Catherine? Je vois qu'il est 17h53. Oui, alors c'était l'idée, pas tellement de le présenter aux autres, mais de pouvoir y revenir. Et du coup, la proposition qui me vient, c'est dans la mesure où c'est enregistré, je vous invite à revoir ce webinaire et à faire arrêt sur image progressivement quand Véronique présente le schéma et à du coup le reprendre vous-même quand elle va le présenter. Comme ça, c'est aussi une manière de s'intégrer ça, de se le recréer soi-même. Ah oui, j'aime beaucoup ta proposition. Ouais. Merci. Mm. Alors, petit temps de questions-réponses. Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent, Catherine, que tu aimerais me partager? Eh bien, il y a des questions sur comment se former et du coup, on avait prévu aussi d'en parler. Mm. Il y a comment peut-on approfondir cette notion dans un ouvrage? Alors, si c'est les deux triangles qu'on a présentés, je ne crois pas qu'ils soient présentés dans un livre. Non, pour l'instant, non. Moi, je ne l'ai pas repéré non plus. Ça va être l'objet de notre prochain bouquin, hein, quand même. On a un bouquin à finir, Catherine et moi, mais un jour, on va réussir à prendre le temps de le finir. Je pense qu'on les mettra dedans, ces fameux triangles. Mais peut-être qu'on sera à la retraite, le temps que ça sorte. Mm. Ah, là, une personne qui dit, mais alors si mon réflexe c'est de dire c'est bien dans une discussion avec un jeune, par quoi le remplacer? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que c'est bien? Alors attention, l'idée pour moi, c'est pas de basculer dans oh, je peux plus rien dire, c'est terrible, mais de regarder que moi, si je suis amenée à dire c'est bien à un jeune, c'est bien parce qu'à un moment, il y a quelque chose qui s'est passé chez moi qui a été nourri. Je sais pas, par exemple, je sais pas, moi je dis à un élève qui me rend un devoir pour la première fois depuis le confinement, je vais lui dire c'est bien. Je pourrais avoir ce réflexe, bien sûr. Et c'est pas parce que je lui dis que c'est bien que la Terre arrête de tourner. Parce que moi, si la Terre avait dû s'arrêter de tourner, je vous assure que il y a longtemps que ça se serait arrêté de tourner. Mais de regarder, quand je dis c'est bien à ce gamin qui rend un devoir pour la première fois, par exemple, pendant le confinement, qu'est-ce qui se passe chez moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que je suis contente d'avoir été entendue dans le fait que je vais pouvoir voir où il en est et ça me permet de voir où moi j'en suis dans ma transmission et de voir comment on va réajuster tous les deux et de dire hey, merci, c'est l'occasion de voir est-ce que ma façon de transmettre par les nouveaux outils, est-ce que ma cible est atteinte ou pas, comme je vous disais la dernière fois. Qu'est-ce que je vais mettre derrière le c'est bien, c'est qu'est-ce que ça nourrit chez moi, qu'est-ce qu'il y a de joyeux chez moi quand je dis c'est bien à quelqu'un d'autre. Est-ce que ça t'évoque autre chose, Catherine ou... Donc là, je suis dans la lecture des réactions et il y en a deux que je vais rassembler sur et comment du coup fonctionner comme ça dans l'institution quand elle fonctionne avec le schéma autoritaire. Et en tant que parent aussi, j'utilise la SNV avec mon adolescent de 15 ans et c'est très difficile à vivre pour les autres adultes. Et pour moi, à un moment, il y a du doute de est-ce que je ne me trompe pas en utilisant cette forme de communication bienveillante? Alors, si vous reprenez les habitudes d'écoute de la première fois, il y a un bout chez moi qui serait capable de tomber en sympathie par rapport à l'éducation que moi j'ai pu offrir à mes enfants quand j'ai été consciente de ça et où un jour ma petite est rentrée furieuse de l'école parce que justement elle avait partagé en besoin à un enseignant en disant mais moi madame quand vous dites qu'on ne va pas partir en vacances là alors qu'on a été sage, moi je suis triste parce que moi j'ai besoin de cohérence pédagogique. Et en fait, elle a été menacée d'être punie. Elle est rentrée en claquant la porte en disant oui, la CNV, c'est de la... Voilà. Et donc de regarder comment est-ce qu'on accompagne nos enfants quand ils sont conscients de ça,
mais sur le fait que les adultes auxquels ils s'adressent n'ont peut-être pas eu cette chance finalement de grandir dans cette conscience-là. Et ça me permet de placer notre axe de déclic qui est que nous, dans l'institution, on ne cherche pas à former les élèves, justement parce que notre intention, c'est de protéger au maximum les enseignants, les chefs d'établissement, les inspecteurs, les CPE que vous êtes. Parce que les enfants apprennent à la vitesse de la lumière. Marshall disait, il me faut 2 heures avec une classe de maternelle, une demi-journée avec des primaires, une journée avec des lycéens et avec les adultes, je ne sais jamais combien de temps il va me falloir parce que le conditionnement, il est plus ancré. Et donc de voir que si vous accompagnez vos ados avec cette conscience-là, de les accompagner aussi avec le fait qu'ils vont s'adresser à des gens qui n'ont pas forcément les moyens. Et que c'est difficile la plupart du temps de surajouter aux enfants le fait que, d'une certaine manière, pour un peu, ils devraient être en empathie avec les adultes. Alors Marshall formait les gamins à ne jamais écouter ce que les adultes disaient sur eux, ce qui générait d'autres champs de mine avec les enseignants. Est-ce qu'il y a autre chose, sachant qu'il est 59, je vois? Oui, alors une notion importante qui est effectivement l'autre facette de la punition, c'est la récompense et du coup la notion du compliment. Est-ce que faire un compliment à un élève ou à son enfant, c'est une façon de l'habituer à attendre l'approbation extérieure? Et comment faire autrement? J'imagine que vous avez déjà la réponse dans la question, et j'aime beaucoup, et de regarder qu'est-ce que ça nourrit chez moi. Donc, qu'est-ce qui se passe chez moi? Quand enfin, je crois que j'aurais besoin de plus de temps qu'une minute pour y répondre, mais si je récompense mon gamin, est-ce que je suis consciente que je le rends dépendant encore et que je suis en train d'asseoir encore ces fameuses références externes? Alors qu'au moment où le gamin, moi je sais pas moi, il se propose spontanément de vider le lave-vaisselle, vous allez me dire non mais là on est dans un autre monde, mais je vous assurer que non, ça c'est gérable vraiment, que quand la qualité de la relation est là, eh ben, spontanément il y a des gestes qui reviennent dans la contribution des uns et des autres. Et donc au moment où je le vois vider le lave-vaisselle ou je sais pas moi, s'occuper de sa frangine pendant un quart d'heure ou etc., de regarder qu'est-ce qui se passe chez moi, qu'est-ce qui se passe chez lui, comment est-ce qu'on peut partager c'est toujours la même chose, je dirais partager les besoins nourris sans pour autant faire dépendre les actes d'une carotte potentielle, vous voyez. Sinon, j'ai pas envie de dire on fait des ânes, mais c'est si tu fais ça, t'as ça, il y a une carotte qui est en permanence la récompense. Et donc, est-ce qu'on veut rendre nos enfants dépendants ou est-ce qu'on veut soutenir l'autonomie dans la conscience des besoins mutuels nourris? C'est une vraie question. Tu veux ajouter quelque chose, Catherine? J'étais concentrée sur une réponse que j'étais en train de faire. Peut-être revenir, j'ai donné le lien. Ah oui, quand même. On a souvent cette levée de bouclier de dire la CNV ne fonctionnerait pas avec les élèves les plus perturbateurs. Et là, je pense à tous les exemples que tu as pu vivre quand toi, tu allais dans tous ces établissements de banlieue parisienne. Oui, moi j'ai eu la chance de graviter pendant plus de 10 ans dans des banlieues. J'irais toutes les représentations possibles, j'irais du lycée international de Saint-Germain-en-Laye à Aubervilliers et de regarder que ceux qu'on appelle les élèves perturbateurs, ils sont juste en train d'agiter un drapeau avec force sur le fait qu'il y a peut-être des conditions d'existence dans l'école qui pour eux leur convient pas et que certains besoins ne sont pas nourris, voire même pas entendus. Et de regarder que si je me souviens que la perturbation, c'est une stratégie, elle est tragique, cette stratégie. Et je ne suis pas en train de dire que c'est OK. Souvenez-vous de l'exemple que je vous ai donné, le gamin qui crache, ça c'est sur le prof, ça c'est hors d'atteinte. C'est non, non et non, et il y a une réparation nécessaire. Mais si je me souviens que derrière le fait qu'il crache ou qu'il soit perturbateur, il est en train de tirer une sonnette d'alarme en disant hey, viens voir chez moi ce qui se passe, simplement, si je me mets dans cet espace, il y a peut-être quelque chose qui va émerger. Et je sais, la question qui va arriver derrière, c'est vous êtes bien gentil avec vos trucs là, mais nous, on en a 30. Oui, c'est vrai. Mais je crois beaucoup qu'au fur et à mesure de la prise en compte des uns et des autres, depuis
le début de l'année, comment est-ce qu'on rentre en lien avec eux, comment on leur partage notre passion, comment on les interroge sur le rapport à la matière, comment est-ce qu'on crée des accords de groupe ensemble, comment est-ce qu'on crée les sorties des accords de groupe. Si un de nous oublie, que ce soit moi ou un de vous, comment est-ce qu'on se rappelle ensemble du cadre qu'on s'est fixé qui semblait être le plus au service de nos apprentissages. Je crois que plus on intègre tôt les élèves dans les prises de décision collectives, là où c'est possible qu'on prenne en compte leurs paroles, et moins on a d'élèves perturbateurs. Moi, j'aimerais vous dire qu'il y a des élèves qui disent ouais, je dis un gros mot, c'est chiant avec vous parce que c'est comme si on est obligé de venir, et c'est comme si vous nous aimez et puis ouais, on vient quoi. Voyez. Et donc moi, ça me touchait tellement d'entendre ça, mais parce que je crois que moi, ça m'a permis d'avoir les moyens d'aimer les gens, ce processus, vraiment. Et j'aime bien parler de l'amour à l'éducation nationale, parce que je ne confonds pas l'amour au sens agapé ou philos avec éros. Et donc, je trouve très important qu'on ait cette conscience. Et moi, je dis aux gamins, mais moi, je vous aime. Ils disaient, ouais, ça alors, ça nous fait bizarre. Ben ouais. Ça demande de l'entraînement, d'accord? Moi, j'ai vu à peu près 300 élèves par semaine pendant 10 ans. Et que si demain je retournais dans une classe, il est fort à parier que je pourrais me bananer comme certains d'entre vous et que ça me redemanderait de revenir sur ce que j'ai dit ou fait et de traduire. Ne croyez pas qu'à l'endroit où je suis, il puisse plus m'arriver de me planter. Ça, ce serait un mensonge absolu. Est-ce qu'il y a autre chose avant qu'on se quitte, en sachant qu'il est 18h03, est-ce que je vous donner les infos pour les fois suivantes? Catherine, tu veux... Alors, beaucoup de reconnaissance, vraiment que les apports ont été très clairs, très enrichissants. Et après, il y a des questions, mais ça demanderait un peu du temps. Je pense que là, on va faire le deuil, clore, accepter que voilà, qu'on a fait du mieux qu'on pouvait avec le temps qu'on avait. On verra pour noter les questions, une ou deux là auxquelles on n'a pas répondu, et voir comment on pourrait les reprendre pour la prochaine fois. Et peut-être, oui. Ouais. Vas-y, Catherine. Et peut-être du coup préciser, j'ai donné je pense que tout le monde voit les questions-réponses. Une personne demandait un lien pour la formation, donc j'ai mis le lien avec notre page de formation et dire que il y a plusieurs niveaux de formation. Il y a d'abord les bases de la CNV service de l'éducation, où on va voilà, tout ce que vous venez de découvrir, on le pratique parce que c'est vraiment par la pratique que ça s'ancre. Il y a ensuite pour le stage qui s'appelle Vivre la CNV dans sa classe ou dans un groupe, où là, on voit tout ce que Véronique a commencé à nommer aussi sur comment on élabore des accords de groupe ensemble, comment on crée du lien, voilà, comment on va vivre la gestion d'un groupe quand on a cette conscience de la CNV. Voilà, et puis là, on est en train de lancer un stage encore plus loin après pour les personnes qui sont déjà formées, qui mettent en application plein de choses pour qu'elles puissent devenir des personnes ressources et inspirantes pour leurs collègues. Voilà. Merci. Alors, le 5e webinaire et dernier pendant le temps du confinement, c'est mardi prochain, où on va travailler, alors peut-être on va voir en fonction des questions que vous nous avez posées, mais aussi vous accompagner pour la reprise, quel que soit le moment de la reprise, et peut-être que ce sera qu'en septembre, je ne sais pas. On avait pas mal aussi de questions sur comment continuer. Et donc, à la fin du webinaire, là, Aurélie, la chargée de communication de notre association, va vous envoyer un questionnaire parce qu'on s'interroge vraiment, c'est nouveau en fait. On a découvert en même temps qu'on pouvait être au service à travers ces webinaires et que ni Catherine ni moi n'avions l'expérience d'une forme de soutien ou de transmission par ce mode-là. Et donc, on s'interroge sur comment on pourrait continuer, en sachant que nous, ça fait 2 mois bientôt là, que nos activités se sont totalement arrêtées, qu'on avait fait le choix d'être dans du don pour vous soutenir, parce que moi, je trouvais que ça avait beaucoup de sens et que j'étais super contente de me dire, et si ce corona permettait à un large public de découvrir ce que la CNV peut apporter, peut-être des gens parmi vous qui n'auraient jamais eu accès à des formations et que ça nous donnait, en tout cas moi, ça m'a donné un élan fou de vous offrir quelques pistes et de regarder comment est-ce qu'on pourrait continuer si certains ont envie de continuer. Donc, vous allez recevoir un questionnaire qui va nous guider sur la suite. Parce qu'on aimerait aussi répondre à votre demande plutôt que de plaquer quelque chose qui pourrait tomber totalement
à côté de la plaque. Voilà, donc on a envie de recevoir votre avis. Et puis en dernier point, ben voilà, vous rappelez qu'il y a la plateforme d'écoute où il y a une soixantaine de personnes formées à la communication non violente et qui sont à votre service pour des temps d'écoute gratuits de 15 à 30 minutes. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une très très belle semaine d'expérimentation. Vous allez pouvoir vous observer dans vos habitudes de langage et peut-être que vous comprendrez mieux si jamais vos interlocuteurs devaient réagir. Belle semaine à vous et à mardi prochain. À bientôt.